Il a également fait quelques études pour le cas spécifique de son pays, la République du Guinée. M. Amadou Diallo a été auteur de l'étude de faisabilité de la mobilisation des financements du barrage hydroélectrique de Canada dans le cadre du programme de l'énergie OMPG ainsi que la ligne d'interconnexion de 1700 km entre 4 pays membres de l'organisation. Il a aussi participé, et il est auteur également de la réhabilitation du réseau électrique de Conakry, Ratoma et Mata. Auteur du programme de l'électrification rurale et de la décentralisation qui a permis de fournir l'électricité dans plusieurs villes à l'intérieur du pays. C'est une bénédiction qu'une telle personnalité qui travaille pour les institutions, qui envoie des projets qui se battent pour le rayonnement de son pays. Je pense que ça mérite des applaudissements aussi. Alors, tout à l'heure, nous allons parler de ce livre. Nous sommes d'ailleurs en train de parler de ce livre. Et on aime à le dire le plus souvent que M. Amadou, ceux qui écrivent des livres se découvrent, ils s'ouvrent à nous, ils se montrent pour qu'on puisse les comprendre, entrer dans leur univers. Et c'est également le cas de cet ouvrage tout à l'heure. Vous allez voir que dans ce livre, il y a plein de choses qui sont dites, plein d'anecdotes. Et d'ailleurs, la majeure partie des gens qui sont cités dans cet ouvrage se retrouvent ici dans cette salle. Et je prends l'exemple sur M. Oumarou, que j'ai présenté ici tout à l'heure, M. Oumar, qui est l'ami de l'auteur. Et également, beaucoup d'autres personnalités qui font partie également de ce récit de M. Amadou. Donc dans ce livre, il nous a envoyé dans son univers. De Bamikouré, en passant par le Montana, dans l'état de Davis, mais également à Jeddah, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Partout, M. Amadou Diallo a parcouru le monde. Je ne veux pas dire qu'il est mangelant, monsieur le ministre, vous n'êtes pas mangelant quand même, mais vous êtes un véritable globe-trotteur et il a fait le tour du monde. Mais avant qu'il ne fasse le tour du monde, il était avec des gens avec qui il a un véritable attache et qu'il ne s'est pas détaché. kono ha hande o yettali o sanjade ko woni ngo ko woni ko menen taho si o waɗa ko watta o fayda ko ɗum woni so yii haray wowlugol ngol no soñjimi seeɗa taki mi wawata wolde fof kayno ɗum goɗɗo natti ina paygel ha woni suka ha woni joni mawɗo tawi ha hande buyno ɗo ara ɓe andi fi mum ɓe nanani ella hakkude andi donc ko gorgu makko minen kadi ɓeɗe wakkili kono gorgu makko kadi no mum ɓayno woodi woɓɓe so tawi yewti nokili goo ɓe ɗaɓɓa woɓɓe goo kono o waɗani o soñjali kadi e nder ko ɗaɓɓiɗa ko mi waɗi liɓiji boyi wano ko fuɗɗo livre o gon ɗo e ɓundu pourɗu ko ɗon mi o fuɗɗi livre ko minen ardi ɗon mbeɗen mi Ziguinchor min hewɗi nden ñande mi maafino fi won ɗum mbiɗo tañƴinino mbiɗo ɓurimo ngorgu sabi mbiɗo ɓuri wawde tampude feƴƴa par ce que ɓe anndi hon to iwri hon ɗo yangude kono tawi mo ɓurimi wawde few min hewti ɗon min dogi ha fiyo min ar min feƴƴa min yewtide min dirirde ɗoni ko hay yewtideteɗo fiyo min feƴƴude min yiyata e nder ɗum min daarimo o tawi ɗo soñji o yiɗi wota fi an soñi feƴƴe ɗum dele o yiɗi dirirde sa wonta dirirde 30 asi kay moƴƴina ɗum hendu e ndiyam ari ko maafinomen ko sonsori e nguleydi hendu e ndiyam ari min waali ha yoyti goto amen son gati
e settere min min fetti min namdi ngam min gardi noon min gardi e saare moy ɗo min yaari noon min gardi to ɓe hakkude kamen haa ko men ɗumanni ɗo on fof sifotako ko woni ɗum ka nder livre piiji buyno nder toon on faamay ko gongaji kadi wona haray ko ƴettirani ɗum fof ay haray ko hoddiri welti o par ce que miɗo welti ɗo ko tawi ɗum ɗo fof moɓama tawa ko inde am ɓuri e mum ɓayde ko min o windani livre on andi ɗum kadi ko but ko weltinimi sabu an hara mi wowlayno français moƴƴi ara ɓe ganta funal buyno nde kono ɗo mi yo waɗirni fi ko wi mbi umaru ko yo ando ka nder livre ko ɗum ɗon wata wawde haray welo moolanango miɗo jogii miɗo weltanimo ko wawata lannude par ce que ɗum ɗo goɗɗo wawata sodde ɗum o holli gikke haray no weltodira noon ɓay fof mum wona haala landay haray ka nder ko piiji boyno ka nder livre toon ɓanginoyey ko sifimi ɗo ko haray o yaafoɗo si Allah waɗi e nder mum fof mum haala kam welaki mi weltanike o albarka merci beaucoup. Monsieur Thierno Mar Ba, qui est un de ses professeurs aussi. Monsieur Ba était chef de la chaire du gisement des minéraux utiles à la faculté géomie de Bokeh, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger à l'âge de 28 ans. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Amath Thierno Diallo en qualité d'étudiant. C'est une cérémonie limitée, un timing sévère, donc il est évident qu'on ne peut pas tout dire. Laissez-moi juste résumer en disant que Amath Thierno Diallo était un étudiant modèle, doué d'une intelligence exceptionnelle. Il n'était pas très cahier, très libre. Tout le monde le sait. Il était un peu libertin pendant sa formation, mais il avait toujours les meilleures notes, les meilleures prestations avec les séances d'évaluation. Il était rigoureux sur lui-même, il était déterminé, il avait des idées, et je pense que c'est le fruit de tout cela que nous célébrons aujourd'hui. Après la faculté, où il est sorti brillamment avec le titre d'ingénieur, avec la mention excellente, il a complété sa formation à travers le monde entier. Sa biographie qu'on vient de nous lire ici nous montre qu'il a acquis plusieurs autres formations. D'abord, il a maîtrisé l'anglais parce qu'il a fréquenté le pays de l'Oncle Sam, comme on dit. Il a fait des formations en économie, en banque, un peu partout. Et il est devenu un agent essentiel en matière de développement. Vous venez de suivre ici quelle contribution il a apporté à notre État dans la totale indifférence, avec un anonymat troublant. C'est ça Amath Thierno Diallo. Il offre, il fait, il sert et il n'en parle pas. Vous le voyez rarement sur un plateau de télévision parce qu'il sait que ce qu'il fait est dense. Ses actions parlent d'elles-mêmes. Et je voudrais donc, devant vous tous ici, le féliciter et le remercier. Il n'a pas été imbu de ses formations, de ses compétences, de ses postes multiples à l'international pour qu'il ne respectât pas ses professeurs. Mais Sorba le témoigne, et moi-même je suis un témoin privilégié. Bien au contraire,
autant il a réussi, autant il s'est formé, autant il a gardé les pieds sur terre. Et l'orateur qui m'a précédé a bien décrit cette qualité exceptionnelle à la personne du ministre Amath Diallo, qu'on appelait Zagalo. C'est dit dans le livre, vous verrez pourquoi. Et il est reconnaissant et attachant. Il n'abandonne pas ses âmes. Étant ministre ici, il a toujours cherché à m'honorer. Il m'a cherché des postes de président de conseil d'administration après les affaires. Partout, il me rend visite, il m'appelle, il discute de moi avec le président Alpha Condé. C'est un personnage modèle. C'est une chance pour la Guinée d'avoir Amath Diallo. C'est une opportunité pour notre pays. Partout, le voyez, il a des initiatives, les projets, les routes, l'électricité, comment aider les zones rurales, comment booster les projets de la Guinée, parce que les Guinéens, étant dans les institutions comme la BID, la Banque mondiale, partout il a sa voix, partout il pense à sa Guinée. C'est cela un cadre. Et c'est tout cela qui fait ma fierté, parce qu'il s'est battu et aujourd'hui il s'engage dans l'aventure d'être écrivain. Et il commence par ce merveilleux livre qui contient beaucoup de choses. On ne dira pas tout pour que vous puissiez le découvrir dans son livre, parce qu'il a eu le courage de se raconter, de s'expliquer, d'expliquer des choses. Je pense que c'est un modèle pour la jeunesse, une fierté pour nous les aînés, une opportunité pour toute la Guinée. Je demande donc à tout le monde d'essayer de se procurer ce livre, le lire pour comprendre qui est vraiment Amath Diallo, comment il a réussi et pourquoi il a été un haut fonctionnaire de notre État. Je voudrais donc témoigner cela et dire que Amath Diallo, je suis fier, on a à peu près le même parcours. On a fait la même faculté géomine, il parle d'hydrogéologie dans son livre, des trucs d'agronomie. Moi-même, j'ai commencé mes services comme professeur en faculté d'agronomie. Et donc, je suis sûr que c'est un cadre qui est sur le bon chemin. Et je pense que les réussites ne sont pas terminées parce qu'il n'a pas fini de donner ses services à la Guinée. Je vous félicite, monsieur le ministre, et je vous souhaite bon vent. Merci. Merci. À présent, je m'en vais très respectueusement avant de continuer les témoignages, mais aussi les questions. Je m'en vais donner la parole à monsieur Amadou. Cette présentation de Amath Diallo. Et le plus souvent, quand on parle de moi, on parle de ce que j'ai fait, j'ai tendance à regarder derrière moi pour voir à qui on s'adresse. Et le doyen, j'ai perdu l'habitude, enfin je n'ai pas perdu l'habitude de l'appeler doyen, même s'il a été, il a occupé de hautes fonctions dans ce pays, Premier ministre, ministre, mais pour moi il reste toujours mon doyen, mon formateur, mon éducateur. Et il y en a plusieurs dans cette salle. Il y a M. Ba, Dr Ba Thierno Omar, il y a Elhadj Falilou qui m'a connu quand j'étais au lycée et autant d'autres. Donc, doyen, merci pour ce témoignage. Je sais que quand j'étais étudiant, je vous ai rendu quelquefois la vie difficile, mais c'était de bonne guerre. Quand vous voulez mettre un animal dans une cage, c'est jamais facile. Il faut le laisser aller se promener. Quand il est fatigué, vous le reprenez. Et je sais que finalement, c'est ce que vous avez fait.
Vous m'avez laissé gambader à travers le campus, aller en classe quand je voulais, ne pas aller en classe quand je ne le voulais pas. Et ici même, des histoires, peut-être que je vais raconter, que vous avez oublié. Par exemple, quand j'étais en deuxième année, il y avait une politique de l'école qui voulait dire que quiconque est absent pendant 25% du temps des classes ne compose pas. Moi, je devais faire mon examen pour aller au second cycle. C'est Dr Ba, en conseil, je ne sais pas comment ils appelaient ça, le doyen est venu avec sa politique, disant vous ne pouvez pas l'empêcher de... Conseil scientifique. Vous ne pouvez pas l'empêcher de composer, c'est l'un des meilleurs étudiants de l'école. Comment est-ce que vous pouvez l'empêcher? Il fait ses examens, mais je ne venais pas en classe. Bon, j'avais mes raisons. Et bon, peut-être c'est parce que, comme il l'a dit, j'étais très précoce, j'apprenais très vite et pour moi aller en classe c'était une perte de temps. Bon, mais j'encourage les jeunes d'aujourd'hui à ne pas suivre mon chemin. Il faut aller en classe, il faut apprendre. Merci. C'est l'intelligence. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, chers amis et invités, c'est avec une immense joie et une profonde émotion que je vous accueille aujourd'hui pour la dédicace de mon livre autobiographique « Un fils du terroir ». Ce moment revêt pour moi une signification toute particulière car il marque la culmination d'un voyage intérieur, celui de revisiter les méandres de ma vie et de les partager avec vous. Cette autobiographie est née d'un désir profond de retracer mon histoire, de partager les souvenirs qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'une succession d'événements, mais d'une exploration des leçons que j'ai tirées de mon parcours. Oui, cette autobiographie représente pour moi un voyage introspectif, une plongée dans les profondeurs de mon âme et de mon vécu. Elle retrace les étapes marquantes de ma vie, les joies et les peines, les réussites et les échecs qui ont jalonné mon existence. L'écrire m'a surtout offert l'opportunité de comprendre et d'accepter pleinement qui je suis. C'est aussi bien plus qu'une simple histoire. C'est le témoignage sincère et authentique d'une existence faite de défis, surmontés et de rêves réalisés, parfois brisés. C'est un voyage à travers les vicissitudes de l'existence humaine où chaque page raconte une tranche de vie. Chaque mot est empreint de vérité et chaque émotion est palpable. L'écrire n'a pas été une tâche aisée. Il a fallu du courage pour me dévoiler ainsi. M. Kouyaté l'a senti. Pour exhumer des souvenirs parfois douloureux, comme les décès de mes grands-parents, mes parents et surtout celui de mon deuxième fils, Ella Jali, et le partager avec vous. L'applaudissez s'il vous plaît. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un livre empreint de beaucoup d'émotions. Et encore une fois de plus, vos ovations pour M. le ministre. Mais j'ai ressenti le besoin impérieux de raconter mon histoire, de transmettre mes réflexions et mes expériences à ceux qui le souhaitent, particulièrement mes enfants qui sont nés et qui ont grandi dans un monde différent du mien et qui essaient de se frayer un chemin dans un monde globalisé. J'essaie de leur dire qui ils sont et d'où ils viennent. Dans Un fils du terroir, vous trouverez une partie de l'histoire sur l'établissement de Fouta théocratique, car ma famille biologique, les Timonké, avait joué un rôle prépondérant à travers deux de ses fils, Thierno Samba Bouria et Alpha Amadou Kollade. Il faisait partie des 9 érudits ayant fondé l'État. Mon père était entre autres un serviteur de l'État, un éducateur, un historien-chercheur, membre du bureau fédéral de Pita et de l'Assemblée nationale, un vrai patriote, une espèce rare aujourd'hui. Ma mère était ce qu'on appelait péjorativement ménagère, mais femme au foyer aujourd'hui. Cependant, son rôle était plus que cela. Elle supervisait l'organisation et les activités quotidiennes du domicile familial, l'éducation des enfants,
la gestion des autres problèmes familiaux, ainsi que les cérémonies, y compris mariage, baptême, funérailles. Après son décès en 2021, mon frère Ahmad Diogo m'appela de Columbus, Ohio, aux États-Unis, pour me dire que notre père était mort ce jour, bien qu'il décéda en 2015. Nous ne nous étions pas rendus compte car maman avait pris la relève depuis longtemps, très longtemps. C'est pour cette raison qu'on ne s'était pas rendu compte de la disparition de papa. Tout au long de cette autobiographie, vous remarquerez la persévérance face à l'adversité qui a jalonné le chemin de ma vie. Vous constaterez la quête de sens et la découverte de soi, mes amitiés, etc. J'espère que ces récits vous feront réfléchir à vos propres expériences et vous inspireront à poursuivre vos rêves, quels qu'ils soient. Car le mien, je l'ai eu lorsque j'étais gamin. J'avais 10 ans. Je le poursuis aujourd'hui encore. Cette autobiographie, c'est aussi un témoignage, une invitation à la réflexion. J'espère que mes paroles pourront inspirer, réconforter ou simplement donner à réfléchir à ceux qui les liront. Car en partageant mon histoire à travers ces pages, j'ai souhaité transmettre un message d'inspiration et d'espoir à tous ceux qui peuvent se reconnaître dans mes expériences. Car au-delà de nos différences, nous partageons tous cette humanité commune, avec ses joies et ses peines, ses victoires et ses défaites. Je tiens à remercier de tout cœur toutes les personnes qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de ce projet. Sans vous, ce livre n'aurait jamais vu le jour. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au long de ce périple. À ma famille, mes amis, mes mentors, mes maîtres et professeurs, et à tous ceux qui ont cru en moi lorsque j'en avais le plus besoin, je vous adresse un immense merci du fond de mon cœur. Sans votre soutien indéfectible, ce livre n'aurait jamais vu le jour. Je remercie également M. Sansi Kaba Diakité et M. Camara, ainsi que la maison d'édition L'Harmattan, qui ont cru en moi et qui m'ont accompagné avec patience et courtoisie tout le long de ce périple. Je souhaite dédier aussi ce livre à toutes les personnes qui cherchent encore leur chemin, qui luttent contre les vents contraires et qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Puissent ces mots leur apporter réconfort, courage et inspiration pour poursuivre leur propre voyage avec confiance et détermination. Enfin, écrire cette autobiographie m'a permis aussi d'explorer ma vision pour la Guinée, qui après plus de 60 ans d'indépendance peine à tirer profit de son potentiel économique et démographique et à assurer une croissance inclusive et durable pour sa population. J'ai eu le privilège de travailler dans de grandes institutions multilatérales de développement. Mon travail m'a conduit aux 4 coins du monde, dans plus de 150 pays. L'une des leçons que je tire de cette expérience est que le développement d'un pays n'est pas aussi simple qu'on le croit. Il ne se fait pas non plus à l'aide d'une baguette magique ou par la volonté d'un seul individu, fut-il le président de la République. Tout le long de ma vie, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et des personnes ordinaires qui ont toutes contribué à forger mon caractère et à faire de moi celui que je suis aujourd'hui. Je célèbre les actes généraux qu'ils ont posés. Certains d'entre eux sont présents ici aujourd'hui, je ne vais pas les nommer pour ne pas les embarrasser. J'ai grandi à l'ombre de 2 grandes dames, ma grand-mère Aïssatou Soumbo, on appelait Néné Hogo, et ma mère Hadja Fatoumata Ba, sous l'œil vigilant et la direction de 2 grands hommes. Mon grand-père Elhadj Aliou Baïrea, qui nous a quittés à l'âge de 117 ans, et mon père Elhadj Malado. Je suis le produit de l'école du grand-père et de l'école de la grand-mère. Je leur rends un vibrant hommage. La publication de cette autobiographie marque une étape importante dans ma vie. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. J'ai encore beaucoup à apprendre et à vivre. Je suis impatient de découvrir ce que l'avenir me réserve et de partager peut-être un jour d'autres chapitres de mon histoire avec vous. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à partager avec moi ce moment de célébration et de partage, que cette dédicace soit le début d'une nouvelle aventure où nos histoires se croisent et se rejoignent dans un élan de solidarité et d'humanité. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Merci sincèrement et je vous demande de place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on a suivi avec beaucoup d'attention cette
allocution de M. le ministre, M. Amadou Diallo, qui nous parle de ce livre, son autobiographie, bien évidemment, un fils de terroir. Alors, sans plus tarder, Il est très, très attrayant de voir cet homme qui a parcouru le monde entier, je dirais, qui a occupé de très hautes fonctions, tant dans le pays qu'à l'étranger, dans les institutions internationales et tout. Et quelque part dans son livre, il dit « Je retourne au village ». Ça aussi, c'est très marquant. Et à la page 179, je dirais, il parle de sa profession en Guinée. Mais c'est qu'il est allé plus loin. Il a sillonné le monde entier, je dirais. Et ça aussi, c'est fascinant. Alors, moi, ce que je demanderais éventuellement à M. Diallo, c'est comment il a pu avoir toute cette énergie, concilier l'international et son village natal. Et cela me fascine. J'aimerais qu'il nous éclaire, qu'il m'aide à comprendre ce passage. Merci. Merci, M. Signa. J'ai mes collègues de la Banque africaine de développement qui venaient en mission en Guinée. Et il y a un projet qu'on a financé sur l'électrification rurale, où on a électrifié plusieurs localités, et parmi lesquelles Timbi Madina, qui était sur le réseau interconnecté. Ils sont passés à la maison. Il y avait une dame et un monsieur. Maman a offert un tissu à la dame et un boubou au monsieur. Quand ils sont revenus à Tunis, ils disent maintenant ils me comprennent. Ils comprennent comment j'agis parce qu'ils se sont rendus compte que je suis ancré quelque part. Donc pour moi, tout part de mon éducation en famille. Je suis le produit d'une éducation rurale. J'ai grandi à Timbi Madina. Quand j'ai fait mon bac, c'était une bourgade d'environ 3000 habitants. Donc tout le monde connaissait tout le monde. Et tout le monde, chacun se souviendra que quand on est jeune, on est espiègle, on fait beaucoup de choses. Et mon père étant responsable, l'un des premiers responsables de la sous-préfecture, je m'arrangeais toujours quand je fais des dégâts dehors, qu'on règle ça dehors, que ça ne vienne pas chez moi, contrairement à certains de mes amis qui préféraient que ça vienne devant leurs parents parce que les gens n'osaient pas venir. Donc, si vous voulez, c'est mon éducation en famille qui a d'abord fait de moi ce que je suis. Oui, j'ai été partout, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai rencontré des pauvres, j'ai rencontré des milliardaires, mais j'ai appris avec eux. J'avais un professeur de finance quand je faisais mon MBA qui a été le chef économiste à Wall Street, chef économiste, et qui venait parfois tapoter les dos des étudiants. Allons déjeuner, on part, on déjeune, on rigole comme des petits copains, ainsi de suite. Donc mon parcours familial et à la faculté de Tamakene, où ce n'était pas évident, tout le monde était là, on venait de partout, de Lola à Koundara, de Sigiri à Forekaria, chacun de nous est venu avec son éducation. Donc le fait qu'on ait pu partager des périodes de joie, de plaisir, de difficulté, de pleurs, de gaieté, ça forge quelqu'un. Ça forge quelqu'un. On avait des professeurs qui étaient beaucoup plus des grands frères que des professeurs. On jouait à la belote ensemble, on jouait au basket, au volley, on rigolait. Mais quand on entrait en classe, on savait que c'était le professeur. Il fallait le respecter. Donc vous apprenez. Donc c'est la combinaison de mon éducation familiale, mon père, ma mère, mon grand-père, qui m'a toujours parlé de notre famille, de ce que nous représentons. Et il me disait que l'héritage qu'il me laisse, mon grand-père, devrait être ma boussole.
ta famille, c'est plus important que tout. Et qu'il y a beaucoup de choses que tu devras accepter parce que tout ce que tu feras, ce n'est pas toi qu'on va voir, c'est ta famille d'abord. Donc c'est difficile pour moi de sortir et d'avoir un comportement différent de celui dont on attend de moi. En tant que fils de l'âge malade, c'est vraiment c'est un poids difficile à porter parce que quand je me promène aujourd'hui, je vais dans des villages, ils savent que je suis le fils de l'âge malade. On me dit, ah, les chaussures sont grandes, mais il faut mettre les pieds. Moi, je dis non, 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 chacun a ses chaussures. J'ai les miennes à la malade à laisser. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Je dois l'honorer, je dois honorer son héritage, je dois honorer l'héritage de ma famille. C'est une très grande famille qui se retrouve partout aujourd'hui en Guinée, surtout au Fouta Djallon. Et donc, je suis obligé de, dans une certaine mesure, je suis moulé. Voilà. Et puis, le succès ne m'est pas monté dans la tête. Hein? Ce n'est pas, pour moi, mon succès se mesure par la façon dont je me comporte par rapport aux autres, par rapport à ce que j'apporte pour égayer les autres, pour améliorer le niveau de vie des autres. Parce que Dieu m'a donné ce privilège. J'ai occupé de hautes fonctions. Ce n'est pas parce que je suis le meilleur Guinéen ou bien le meilleur Africain. La Banque africaine de développement, c'était environ 600 professionnels pour une population de près de 800 millions d'habitants. Est-ce que c'est les 600 meilleurs? Moi, je dirais non. Et la Banque islamique, c'est 57 pays, c'est plus d'1,5 milliard d'habitants. On était moins de 500. Est-ce que ce sont les 500 meilleurs de ce milliard et quelques qui étaient là? Non. Mais c'est un privilège, c'est quelque chose qu'on t'a offert, que Dieu t'a donné. Donc il faut saluer et essayer de te mettre à la hauteur de la confiance que Dieu t'a donnée pour mériter cette confiance et aider les autres. Donc pour résumer, c'est mon éducation en famille, c'est ma formation au niveau de la faculté de Tamakene, où tout le monde était là, tout le monde était copain. Et nous, on est venus, on était étudiants, on avait nos professeurs qui jouaient avec nous, qui faisaient tout avec nous. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière entre les professeurs et nous. Et puis, voilà. Merci pour cette réponse. Je passais des nuits avec lui. Il me racontait sa vie. C'est un instituteur ordinaire, sortant de William Ponty. Il m'expliquait ce que c'est que, comment est-ce qu'ils ont été formés. Et il m'encourageait aussi d'être enseignant. Ça me plaisait beaucoup vraiment d'être avec lui. Donc si je vois aujourd'hui Amadou Thierno écrire un livre, dire un fils du terroir, ça ne me surprend pas parce que je sais d'où il vient et je connais sa famille. Je fais partie de sa famille. C'est mon frère. Ce n'est pas parce qu'il est mon étudiant, mon élève, parce que j'ai vécu dans sa famille, son père était mon tuteur. Donc, je suis très comblé aujourd'hui. Vous comprendrez ma joie aujourd'hui de voir quelqu'un qui se dit que je suis son professeur, qui fait un livre et qui rassemble tout ce beau monde et qui écrit, qui explique sa situation après avoir fait les 4 coins du monde. Amadou Thierno est très reconnaissant. Amadou Thierno, il est effectivement un fils du terroir parce que quand j'étais ambassadeur au Ghana, il est venu en mission à Accra. Un jour seulement, j'ai eu un coup de téléphone. J'ai dit, c'est qui? Il dit, ah, c'est Amadou Thierno. J'ai dit, mais Amadou Thierno qui? Il dit, ah, mais vous ne vous souvenez pas de votre élève? J'ai dit, ah, effectivement, de Timbi Madina, fils de l'âge malade, il dit, Larry. Et on a sympathisé et j'ai compris que vraiment, c'est un homme qui est très reconnaissant et qui est effectivement, de par son éducation, qui reconnaît d'où il vient. Donc, il n'a pas du tout été, il a toujours été reconnaissant, il est toujours resté lui-même, malgré les différents postes qu'il a occupés au niveau de la banque, au niveau international, mais il est resté toujours lui-même un fils du terroir. Et à chaque fois qu'il vient en Guinée, quelquefois je lui demande, il me dit toujours qu'il est à Timbi Madina. Alors, être à Timbi Madina, j'ai dit, ah mais
qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit non, vous savez, Timbi Madina, je ne peux pas oublier Timbi Madina parce que c'est Timbi Madina qui m'a vu naître et j'ai toujours en pensée Elhadj Malado. J'ai dit ah oui, vraiment tu es reconnaissant. C'est pourquoi vraiment je le félicite aujourd'hui. Et vous verrez surtout à la page 74, mon encre, vous allez lire cette partie, vous comprendrez davantage pourquoi et son autobiographie. Vraiment, Amadou Tcherno, Monsieur le ministre, je vous félicite et je vous encourage. Et je tiens aussi à demander, n'est-ce pas, à la génération montante d'être vraiment comme Amadou Tcherno. C'est un homme pragmatique et il est lui-même, il n'a pas du tout été, comment dirais-je, malgré les différents postes qu'il a occupés, il est resté traditionnel, il est resté lui-même et il comprend qui il est. Voilà pourquoi vraiment je le félicite encore et j'encourage la nouvelle génération à suivre les pas de Amadou Tcherno Diallo, ancien ministre de la coopération et actuellement il est là, et de le suivre, de voir comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir quand même réussir ce qu'il est en train de faire et toujours être utile à la société avec tout ce qu'il a pu faire, n'est-ce pas, dans les domaines d'initiation et de réalisation de projets, dans différents domaines. Vraiment, je vous félicite, Monsieur le ministre, et je suis à votre disposition. Ce n'est pas autre question à vous dire, à vous demander, simplement pour vous féliciter et vous encourager. Je vous remercie. Il est ce qu'il est parce qu'il est le fruit de deux dames, sa grand-mère Aïssatou Soumbou et sa maman Hadja Fatoumata, mais qui naturellement était aussi encadrée, je vais dire en guillemets, par son grand-père et son papa. Il a souligné en fait le rôle complémentaire de l'homme et de la femme au sein de nos sociétés. Et pour moi, ça c'est extrêmement important parce que de nos jours, il y a beaucoup de confusion. Et je pense que M. Amadou Tcherno a tenu à nous rappeler que nous devons partir de nos traditions, de nos valeurs, de notre éducation pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Que c'est extrêmement important pour nourrir la petite famille et à l'intérieur, c'est la femme qui s'occupe de l'éducation. Donc qui complète son mari. Donc ce n'est pas qu'un rôle de foyer qu'elle a vraiment un rôle central qui est celui de l'équilibre familial. Et je pense que M. Amadou Tcherno, à partir de ce chapitre, a voulu passer ce message à la société actuelle, mais également aux femmes en particulier. Il a voulu que les femmes que nous sommes, qu'elles soient modernes, en guillemets, donc celles qui sont dans les entreprises ou dans des bureaux ou dans l'administration, et les femmes qui sont rurales, donc à la maison, qu'on appelle femmes au foyer, même si c'est un terme péjoratif, qu'elles se reconnaissent en tant que piliers et en tant que moteur de la société. Et donc ça, M. Amadou Tcherno a tenu à le dire et à valoriser la femme. Et cela est extrêmement important. Ma question donc sera de savoir comment est-ce que nous, aujourd'hui, quel conseil M. Amadou Tcherno pourrait nous donner, nous qui sommes des femmes indépendantes, nous qui sommes des jeunes filles indépendantes, nous qui vivons dans un milieu moderne où on parle d'égalité, genre, équité, qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil afin qu'on puisse allier ce modernisme aux valeurs traditionnelles pour booster la société actuelle? Frères et sœurs, 11 sœurs. Mais je vous prie de croire que ça marche dans ma famille parce que mes sœurs sont au volant. Et nous sommes dans la carrosserie. C'est elles qui décident, c'est elles qui font tout ce qu'il y a à faire. Il y a l'une d'entre elles qui est assise ici, ici à l'extrême gauche, dont le mari est là. Elle a épousé son cousin. Et Soé. Marwan. Voilà, ça c'est son mari, son époux. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui sont passées dans sa maison. Je ne parle pas de ses enfants, je parle des enfants de ses frères, de ses cousins, des gens comme ça qui sont passés
Elle a suivi leur éducation, des universitaires aujourd'hui qui se retrouvent partout. Il y a même un qui est assis à côté de lui là-bas. Et j'ai mon épouse qui est assise ici aussi. Elle aussi, sa priorité, c'est les enfants, l'éducation des enfants et s'occuper de la famille. Et je peux vous demander qu'elle cuisine très très bien. Ah oui. donc je suis, c'est pas que je crois, je vois mes nièces. J'ai l'habitude de dire à mes neveux que je préfère mes nièces, parce que toutes les filles, toutes mes nièces, elles bossent, elles travaillent, font dans de grandes écoles, elles font 2, 3, 4, 5 choses en même temps, qui s'occupent de leur foyer et ainsi de suite. Donc je vois ce que les femmes peuvent faire. Et mettre, si vous voulez, élever le statut de la femme, ce n'est pas nouveau. Nos parents l'ont fait. Et nous les hommes, on sait qu'on est tout le temps partis. Et le plus souvent, on n'est jamais à la maison. Si on a des étrangers, c'est la femme qui s'occupe. Si l'enfant est malade, c'est la femme qui s'en occupe. S'il faut l'amener à l'école, c'est la femme qui s'en occupe. S'il y a des problèmes dans le quartier, dans le village, c'est essentiellement la femme qui s'en occupe. Je crois qu'il faut qu'on retourne vers nos racines. Nous avons tous été... on est sortis, on est allés, beaucoup d'entre nous ont fréquenté des grandes universités à l'extérieur, on a appris comment ça vit là-bas, mais je crois qu'il faut qu'on retourne vers nos racines et donner à la femme son rôle. Aujourd'hui, dans toutes les institutions internationales, partout où vous allez, on parle du genre, on parle de l'autonomisation des femmes, on parle beaucoup de choses, mais je crois qu'au-delà du fait qu'on théoriquement où on se bat pour qu'on autonomise les femmes, ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire d'hommes. C'est nous autres. S'il y a une ségrégation, c'est nous les hommes qui ségrégons. Si les femmes sont autonomisées, c'est nous qui avons fait le travail pour qu'elles soient autonomisées. Donc je crois que les hommes ont un rôle prépondérant à jouer pour pouvoir élever le rôle de la femme. Et comme on le dit, quand tu donnes des ressources à la femme, tout le monde sait, c'est pour s'occuper de son foyer, c'est pour s'occuper de ses enfants. La priorité, c'est ça. Mais quand tu donnes à un homme, il y a beaucoup de trucs qui passent à travers la passoire, on ne sait pas où ça va. Donc la femme, c'est le creuset de la famille. Et on ne réussira jamais tant qu'on ne se rendra pas compte que cette femme-là, elle a un rôle prépondérant à jouer et lui donner ce rôle et cette place pour qu'elle puisse nous aider à vraiment créer cette ambiance au sein du foyer, pour qu'elle puisse créer, si vous voulez, cette coalition à l'intérieur de la famille. Moi, mes enfants, chaque fois, ils disaient, ils veulent quelque chose, maman a dit non. Ils viennent chez moi. Papa, maman a dit non. Je dis, ben si maman a dit non, c'est non. Parce que quand maman dit non, elles savent que c'est non. Maintenant, ils viennent, Mamadou et moi, pour que je fasse. Je dis non, quand maman dit non, c'est non. Donc, c'est important, donc, le rôle de la femme. Oui. Il suffit d'aller au marché de Madina. Il suffit de regarder les rues, les femmes qui vendent à la sauvette. Tout ça, c'est pour élever leur famille. Il faut regarder les femmes qui se lèvent à 4 h du matin, à 5 h du matin pour aller acheter du poisson, des condiments pour vendre au marché. Tout ça, c'est pour nourrir leur famille, y compris le mari. Et si nous comprenons, je crois qu'on ira très loin. Du début jusqu'à maintenant, ce projet. Le projet, il a été initié par moi-même en 2014. Ebola est arrivé, on a suspendu la collaboration avec la BID. En 2016, Ebola est parti, nous avons repris la collaboration et finalement l'accord de prêt entre le gouvernement et la BID a été signé en 2017. Et la mise en vigueur du projet, 25 septembre en 2018, et le lancement du même projet les 2 et 5 décembre 2019. Nous avons eu un peu de difficultés pour lancer le projet et pour démarrer effectivement le projet parce qu'il y avait beaucoup d'institutions collaboratrices et il fallait passer les contrats avec toutes ces institutions qui sont au nombre de 6 et 7 et donc aller sur le terrain. Aujourd'hui, on est sur le terrain. Le projet avait une durée de vie de 4 ans. Et
donc de 2019 à 2023, le projet devrait prendre fin. Compte tenu du fait que le projet a eu des difficultés pour son démarrage, on a eu une rallonge de 2 ans. Donc le projet sera clôturé le 25 et le 31 décembre en 2025. Et donc aujourd'hui, ce projet évolue dans les 4 régions naturelles et couvre 12 filières dans leur chaîne de valeur, entièrement dans leur chaîne de valeur, c'est-à-dire la production, la transformation et la commercialisation. Et donc ces 12 filières ne peuvent pas être appliquées dans les 4 régions en même temps. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réparti les 12 filières dans les 4 régions en fonction de la population qui évolue dans ces filières, dans ces zones. Donc nous avons eu 4 projets et 4 filières dans chaque région naturelle plus le maraîchage. Et donc, nous avons donc le café, la banane, la pomme de terre, la patate douce, l'igname, le fonio, le maïs, le manioc et le maraîchage constitué par la tomate, l'oignon et le piment. Et donc, toutes les 4 régions naturelles ont le maraîchage. Et nous avons planté 90 000 plants de caféiers dans les 2 régions naturelles, la Moyenne-Guinée et la forêt est le robusta et la Moyenne-Guinée et l'arabica. Et donc, le maïs, le fonio sont déjà plantés depuis 2021. Nous sommes en train de travailler sur la production de semences avec 4 serres qui sont installées dans chaque région naturelle. Et donc, les semences ont été préparées et produites et nous sommes sur le terrain, alhamdoulilah. Aujourd'hui, la Guinée a commencé de sentir que ce projet existe à travers les réalisations sur le terrain. Merci beaucoup et nous remercions M. Ahmed Diallo. Car je suis... Merci beaucoup. Timbi Madina, surtout à New York. Du coup, je peux dire que M. Kerno a une très grande chance d'avoir cet écosystème-là. Je n'ai jamais connu Timbi Madina, mais je sais que c'est une localité de référence. Alors, j'ai une seule question à poser à son Excellence. Quel héritage voulez-vous laisser à la Guinée? Je ne peux pas me mettre à la place de M. Baldé pour comprendre où est-ce qu'il veut que je parte, mais facile à répondre, parce que je dirais que depuis mon jeune âge jusqu'à maintenant, j'ai contribué au développement de ce pays. Là où j'étais dans les institutions internationales, j'ai participé à l'initiation et au financement de plusieurs projets. Je vais revenir à ce que Hadja Zainab disait tout à l'heure, le financement du projet de chaîne de valeur. Le mérite ne me revient pas, le mérite lui revient. J'ai accidentellement rencontré sa fille à Dakar avec un frère qui m'a parlé de ce que sa maman faisait dans le secteur agricole. Et quand je suis venu, ici, je l'ai rencontrée, elle m'a parlé d'un projet qu'elle voulait monter, elle voulait avoir 2,5 millions de dollars ou bien 1,5 million de dollars pour supporter les planteurs de café et de bananes sur le littoral. Après notre conversation, ces 2,5 millions de dollars sont transformés en 45 millions de dollars. Et on lui a confié le projet. Pourquoi je l'ai fait? Parce que nos idées se rejoignaient. J'ai travaillé dans le public, dans le développement. J'aurais pu aller dans le secteur privé et gagner beaucoup d'argent, beaucoup, énormément. Mais j'ai choisi de servir. Et servir, pour moi, c'est d'aider le citoyen lambda. Et c'est difficile dans nos pays de voir quelqu'un qui a dans son cœur ces fermiers, ces agriculteurs, ces pauvres errent dans nos villages. Et après notre conversation, j'ai compris que c'était ça, c'était ce qu'elle voulait. Et donc nos objectifs se rejoignaient. Donc on a monté le projet. Et aujourd'hui, elle gère le projet qui tire vers sa fin. Mais c'est un projet, comme elle l'a dit, très structurant. Et à la fin, je sais qu'elle laissera une trace indélébile dans le secteur agricole en Guinée. Donc pour moi, qu'est-ce que je lègue? C'est quoi mon héritage? Je crois que c'est des projets comme ça que j'ai eu à faire. Mais de toute façon, j'ai dit que mon histoire n'est pas finie. Je ne sais pas où les vents vont m'amener. Je suis là, je suis présent.
je vais contribuer à aider mon pays parce que je suis ce que je suis à cause de ce pays, de cette population. Je n'ai pas payé mes études. Ici, j'ai fait l'université, on n'a payé aucun rotin. Il y a des moments, même les cahiers, les stylos, c'était donné par l'État. Quand on était à Tamakene, l'eau et l'électricité étaient pratiquement payées par la CBG. Et il y a beaucoup de choses. Donc nous avons bénéficié des revenus de ce pays. Ma bourse, c'était la bourse ALCO. Donc tout ce que je fais pour moi, c'est essayer dans une certaine mesure de rembourser une partie de ma dette. Ce n'est pas mon mérite d'avoir été dans ces grandes écoles, d'avoir fait ce truc. Moi, j'ai fait le travail que j'avais à faire, c'était d'apprendre. Mais il a fallu qu'on me crée, comme M. Baldé disait, un écosystème qui m'a permis de réussir. Et j'espère que nous tous, les autorités, on va essayer de créer cet écosystème pour la jeunesse d'aujourd'hui. Plus de 70% de notre population aujourd'hui, c'est des jeunes de moins de 35 ans et qui n'ont aucun emploi ou qui sont dans le sous-emploi. Il faut créer un écosystème pour permettre à ces jeunesses-là de pouvoir émerger, de pouvoir se forger une route. Nous, quand on étudiait, une seconde, quand on était à l'école, tu finis ton université et tu trouves un emploi à la fonction publique. Aujourd'hui, il faut former des gens qui ne cherchent pas de boulot, qui créent de l'emploi. Voilà. Cherchez les gens qui ne cherchent pas de boulot, mais qui... Amadou Tcherno, c'est un ami depuis 40 ans. Alors, quel témoignage vous voulez? Et j'ai tellement apprécié tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et je suis très fier. C'est comme si, c'est-à-dire c'était moi-même qui étais à sa place. Depuis qu'on s'est connus, ça fait 40 ans maintenant. Et je me rappelle quand j'ai eu mon premier garçon en 1988, il est venu, il m'a dit, c'est moi qui fais le baptême. J'ai dit, oh, mais c'est pas possible, tu n'es pas le père. Et finalement, c'est lui qui a fait le baptême de mon premier garçon en 1988. Alors, comme on le dit, il a fait plus de 175 pays. Mais il ne se passe jamais une semaine sans qu'on ne se parle. Et la seule récompense que j'ai à faire pour lui, mon dernier garçon actuellement qui fait son master à Paris, porte son nom. Donc, et pendant tout le temps que je suis resté avec ma femme, quand on discute, il ne m'a jamais donné raison. Et j'ai compris pourquoi il veut aider les femmes. Il a toujours donné raison à ma femme. Voilà, voilà M. Kouyaté. L'auteur, M. Amadou Tcherno Diallo, j'ai eu la chance de le connaître depuis son jeune âge. Je l'ai eu comme élève au lycée de Timimadina dans les années 70. Et son père était mon tuteur, Elhadj Malade Diallo. C'est un instituteur sortant de William Ponty et qui a beaucoup d'expérience sur le plan politique et surtout qui était vraiment très actif au niveau de Timimadina. Alors, ce dernier, il m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Il m'a raconté sa vie quand il était à Koundara, quand il était à Mamou, quand il était dans beaucoup de lieux sur la Guinée. Il connaît très bien la Guinée, il connaît l'histoire de la Guinée. Donc ça m'a beaucoup plu d'être à Timimadina en ce moment. Donc M. Amadou Tcherno Diallo, en ce moment, il faisait la 10e et je lui dispensais des cours de français. Mais c'est un homme très intelligent, il était très jeune. Et ce qui m'a beaucoup frappé ce jour-là, en ce moment, c'est que Amadou Tcherno, en plus de l'école, il allait chercher du bois pour sa famille. Et il venait tout le temps, il était très 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 courtois vis-à-vis de son papa et de sa maman. Il était vraiment très bien élevé. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui que je ne suis pas surpris de voir ce livre-là, Amadou Tcherno Diallo, le fils du terroir. Parce qu'il connaît très bien les traditions, mais j'ai dit aussi que je ne suis pas surpris parce que son père l'a éduqué et son père est un instituteur, un grand instituteur qui éduquait. Donc j'ai dit que je ne suis pas surpris parce que c'est des jeunes, c'est une famille très bien éduquée et Elhadj Malado était très très attaché à l'éducation de ses enfants et à l'éducation de tous les jeunes. Et moi personnellement, j'ai sorti, n'est-ce pas, j'étais à l'université
Gamal Abdel Nasser. Je suis allé à Timbimatina en tant que stagiaire quand je l'ai enseigné, mais ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses auprès de El Hadj Malado quand j'étais professeur au lycée de Timbimatina. Donc Amadou Thierno, c'est quelqu'un qui est très reconnaissant, un jeune qui n'est pas imbu de sa personne, parce que malgré tous les postes qu'il a occupés dans les différentes institutions internationales, il est toujours resté lui-même. Et à chaque fois que je le rencontre, je le vois toujours simple et je le revois en tant que jeune, je le revois à Timbimatina. Et il est toujours resté lui-même. Voilà quelque chose que je veux dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'avenir et il a le contact facile. Et je crois que c'est des hommes comme ça. Il a beaucoup d'initiatives. Il m'a parlé de beaucoup d'initiatives, de projets qu'il a pu faire et de réalisations qu'il a pu faire quand ils étaient à la banque, aux différentes banques qu'il a citées. Donc, je crois que c'est un homme d'avenir. C'est très bien. Merci. Je suis venu participer avec tout ce monde-là aux dédicaces du livre de monsieur Ahmed Thierno Diallo. Ahmed Thierno Diallo, c'est un frère. Nous sommes tous, comme il a dit, un fils du terroir, des fils du terroir de Timbimatina. Personnellement, nous avons été forgés et éduqués par son papa, El Hadj Malado, maintenant qui est un éducateur qui n'a jamais cessé d'encourager les jeunes à la formation. Donc son père, peut-être dont je parlerai beaucoup plus, a été pendant plus de 20 ans guide de pèlerin de la Guinée vers le lieu saint de l'islam. C'était un historien et il a parcouru le monde et il a heureusement allé découvrir le village où est décédé, où était emprisonné ou séquestré, comme on peut le dire, à l'Almami Samori Touré, et puis voir les gens et les outils qu'il utilisait jusqu'à sa mort. Donc il s'est dit qu'il ne faut pas se contenter seulement de venir voir le mausolée, mais plutôt chercher à voir comment l'homme a vécu ces derniers jours. Donc pour ce qui est de Ahmed Thierno, c'est que nous devons retenir. Il a essayé d'hériter les pas de son père. Il a contribué à la formation de plusieurs jeunes de notre territoire. Il a contribué au développement du territoire, du village de Timbimatina et encouragé surtout les jeunes, au lieu d'aller vers l'aventure, mais de se consacrer à l'agriculture. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Timbimatina est réputé pour la culture de la pomme de terre et heureusement, nous avons peu de jeunes maintenant qui sont décédés dans le Sahara ou bien dans la mer Méditerranée. Alors maintenant, c'est ce que nous voulons cultiver. C'est cet héritage-là que nous voulons laisser aux jeunes du pays, de la Guinée en général et de Timbimatina en particulier. Ce qu'il est et ce qu'il a fait aujourd'hui, ce n'est pas de lui, c'est une continuité. Il a écrit, avant lui son père a écrit. On a parlé de sa sociabilité et de son amour pour le pays et le terroir. Son père l'a fait avant lui. Il n'a fait que continuer sur la lancée de son père et de sa famille. Comme il vous l'a dit, il a un héritage à préserver. C'est celui de la sociabilité et de l'humanisme. C'est extrêmement important. À cela, bien sûr, c'est ajouter la formation, les différentes formations académiques dont il a bénéficié. Et les différentes fonctions nationales et internationales qu'il a eu à occuper. Mais le tout a reposé sur l'éducation familiale. Je crois que c'est fondamental. C'est pour ça qu'il ne peut pas se détacher du village.
Thank you.